L'interview matinale, première partie, et ce matin, dans le cadre, dans notre série de portraits de vigneronnes, nous accueillons Sophie Charbonnier. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, aujourd'hui, on vient parler de ton parcours dans le vin, de ton histoire dans le vin, et qui peut se résumer par un nom que tu as créé, Rouge Métis. C'est ça. Rouge Métis, c'est-à-dire en fait du coup, parce que bon... Déjà, a priori, déjà, tu n'as pas commencé dans le vin. Non. La première étape de ton parcours professionnel, c'était le tourisme. C'est ça. Oui, je travaillais dans le tourisme. Et puis, j'ai un mari qui était mécanicien auto. D'une pas famille. Dans le vin non plus. Pas de vin non plus. Qui est issu d'une famille d'agriculteurs, quand même. D'accord. Et puis, quand lui, il a voulu arrêter, on a construit un vignoble ensemble parce qu'il voulait être viticulteur. Lui, il a fait des études pour être viticulteur. Donc, on s'est installé. Donc, moi, j'avais un boulot dans le tourisme et lui, il travaillait à la propriété, mais on avait juste 6 hectares. Mmh. Oui, ce qui est assez modeste. Voilà. Et puis, mais qu'on a planté. Enfin, on a démarré avec 1 hectare existant et après, on a acheté des terres et on a planté hectare par hectare. Et puis... Ça arrive quand, ça, tout ça Ça, c'était en 2000. En 2000 ? Ouais. D'accord, ok. En 2000, 2001, par là. Et puis, moi, j'ai eu aussi mes enfants. Donc, j'ai travaillé un peu sur le vignoble, un peu... voilà, je voulais plus travailler loin. Et je voulais... Enfin, moi, je tiens à ma qualité de vie, donc... tout ça s'est piloté année après année. J'ai fait des choses très différentes. Oui, parce que tu disais que dans le tourisme, ce que tu aimes bien, c'est que tu travailles pendant que les gens sont en vacances. Oui. Donc il y a un côté un peu de prendre un petit peu leur esprit vacances et de se le garder et d'en profiter en fait. Oui, en fait, moi, j'ai jamais compris cette société linéaire. Oui. C'est ça. Voilà, j'appelle ça la matrice, le système, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses comme ça et j'ai du mal à trouver ma place là-dedans. Donc, du coup, j'ai toujours été créatrice de ma vie, quoi. C'est toujours hyper important pour moi. Donc, j'ai piloté ça, en fait, au fur et à mesure des événements. Quand mon mari a voulu s'installer, après quand j'ai eu mes enfants, donc j'ai fait des choses différentes. Et puis quand c'est posé la question de retrouver du travail à un moment donné, parce que j'avais fait des pauses avec mes enfants, je me suis dit, on va s'agrandir et on va construire une société ensemble. Parce que j'avais déjà un pied dedans, puisque je l'aidais déjà. Oui. Parce que quand on a un vignoble, on y est quand même le week-end, voilà, parce que c'est ça. Et du coup, mais j'aimais pas ça du tout. Hein. Ah oui ? Non, pas du tout. Non. Donc c'est pour ça que moi, je gardais mon truc dans le tourisme. Et en fait, après, quand j'ai décidé de créer l'agrandissement et le vignoble ensemble, là, par contre, c'était un choix de cœur, quoi. Enfin, vraiment, c'était quelque chose que je voulais faire parce que c'était plus par le projet entrepreneurial, plus que pour conduire un vignoble. C'est-à-dire que c'était pour avoir une qualité de vie, c'était pour vivre de notre travail, pour être dans la nature, voilà. Oui, puis là, il n'y a pas d'horaire, justement. C'est vrai que entreprendre un projet entrepreneurial, c'est aussi l'idée d'être maître de son temps, en fait. C'est ça. Et de dire, c'est pas... tu parlais de cette matrice un peu qui nous forme. C'est vrai que c'est étonnant des fois de se dire je vais aller bosser de 8h à midi, puis de 13h à 17h. Et si à 15h j'ai fini, en fait c'est pas grave, je dois rester jusqu'à 17h. Pourquoi ? Alors que peut-être un autre jour il y aurait besoin que je reste plus longtemps. Enfin, c'est très pas formateur justement, très mince, le mot m'échappe, formalisé. Conformateur, on va dire. Très dans la conformité. Oui, voilà, ça met dans des cases et entreprendre, c'est justement se dire, là, je deviens maître de mon temps, de mon destin, de mon activité et je vais faire les choses comme je les ressens. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, dans le vin, du coup... Et du coup, voilà, comme on était là déjà avec 6 hectares, donc on s'est agrandi en 2011.
Et moi, j'ai quand même des valeurs autour de la nature, le respect de la nature, etc. Donc, je le concevais que pour le faire en agriculture biologique. Donc, en 2011, on a tout converti en agriculture biologique. Et comme je suis coopératrice, j'ai été la première femme en bio dans ma cave coopérative. Alors, une cave coopérative, ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus présent, on va dire, le bio. Oui. Mais une cave, le principe, il me semble, c'est d'amener sa production, en fait, et ensuite, tout est mélangé, brassé pour faire des vins, fabriquer des vins avec les productions du coin. Il y a un cahier des charges, évidemment, mais voilà. Donc, comment, c'est quoi l'accueil parce que si j'étais un peu taquin, je dirais, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce raisin, en fait? On s'en fout qu'il soit bio, nous? Non, alors non, il y a beaucoup de choses. Déjà, il n'est pas mélangé, il est sélectionné. Ah oui, je vais dire, ça tombe bien, mais je suis pas dans la partie. Donc, je vais dire beaucoup de boulettes. Donc, en fait, c'est la coopération. D'ailleurs, moi, j'adore ces valeurs de coopérative parce que ce sont des vignerons qui se sont réunis pour se soutenir. Voilà, à un moment où les caves sont apparues. Parce que c'était pas facile d'avoir un outil de production. Donc, en fait, la cave, c'est notre outil de production à nous. C'est pas un prestataire. C'est-à-dire qu'on a notre vignoble. C'est comme si on avait un chai multiplié par le nombre de Oui, en fait, vous mettez vos moyens en commun, en fait. C'est ça. Parce que oui, avoir un chai, transformer le vin, avoir des œnologues, etc. Mais c'est quand même notre outil de production. C'est pas comme si c'était une société qui sous-traitait notre raisin. D'accord. Donc, en fait, on a notre mot à dire. Il y a un conseil d'administration. Il y a des directions qui sont prises. Et donc, nous, on a le choix et la liberté de savoir comment on conduit nos vignobles. Donc, eux, ils n'ont rien à dire sur la façon dont on va faire. Donc, quand on a fait notre conversion bio, en fait, voilà, on s'est convertis et on les a prévenus juste. Donc, c'est accueilli comment, ça, à ce moment-là, globalement? Pas très bien. Ouais. Non. Et le pas très bien, c'est... pas très bien dans le milieu de la coopération, oui. D'accord. C'est oui, mais le pas très bien, c'est quoi? C'est pourquoi? Enfin, c'est plus. Enfin. Mais en fait, moi, j'ai analysé un peu tout ça parce que j'étais un peu plongée dans cet environnement, parce que moi, j'étais pas de la terre, donc il a fallu que j'apprenne à apprivoiser un peu la mentalité de la terre. Et la mentalité de la terre, c'est on change pas, quoi. Enfin, c'est vraiment des vrais dinosaures. On a toujours fait comme ça et on fera pas autrement. Donc, quand on amène quelque chose de nouveau, on est déjà mal vu. Moi, j'ai pas trop une tête de vigneronne puisque je suis métisse, je viens de l'île de la Réunion, donc c'est pas question que c'est pas dit, que c'est mal vu, mais on le sent bien qu'on n'est pas. Il y a un côté un peu, oui. Enfin, nous, on est là depuis un moment, on connaît. Voilà. Toi, t'arrives avec tes grandes idées là, mais bon. C'est ça. J'avais des petites tapes condescendantes sur l'épaule, très souvent. Ouais. Voilà. C'est comme ça que j'interprète le fait que c'était pas très bien accueilli. Mais bon, voilà, c'est un parcours. Moi, mais en même temps, je peux pas dire non plus que ils ont fermé la porte parce qu'ils m'ont quand même intégré au conseil d'administration. J'ai été stagiaire. Ils ont pas fermé une porte, mais on sentait que c'est voilà. Oui, c'est bien, mais on va voir quand même. On va voir, voilà. Mais ce qui est pas plus mal, et on arrive déjà bientôt à la fin de la première partie, donc on continuera à développer tout ça après. Mais je trouve que c'est pas plus mal ça fait un peu anticorps en fait, c'est-à-dire de dire, ok, on t'empêche pas, tu vas essayer, mais si ça marche pas, ce sera bien fait pour toi. Mais ça oblige aussi soi-même à y mettre d'autant plus d'exigence, de rigueur et d'éviter les girouettes justement qui vont pour vouloir tout le temps tout changer, tout bouger, tout machin, au risque des fois de se perdre un peu. Là au moins quand tu arrives avec ce projet, c'est une envie qui est là, qui est profonde et qui va devoir vivre avec la plus grande rigueur pour s'installer en fait, puisque ça s'est installé, puisque finalement... Ça s'est installé et oui bien sûr, voilà, il y a l'autre pendant aussi qui fait que... Même si c'est pas très confortable, bon. Voilà. Mais bon, en fait, moi, là où j'ai vécu l'expérience pas très agréable, c'est que d'une façon naïve, je pensais que ça allait être accueilli en mode ah ouais, bonne idée. Voilà. Et donc c'était surtout ça
c'est ça, ce qui était assez déroutant pour moi. Pas difficile, mais déroutant. Donc, il a fallu que je comprenne quoi ça. Et on arrive à la fin de la première partie, donc on va faire une petite pause et on se retrouve après justement pour parler de tout ça et de cette compréhension mutuelle qui s'est créée petit à petit et qui fait qu'aujourd'hui on est là pour parler de ton parcours, mais aussi de ce vin rouge métis qui est là, qui est même posé sur cette table et qui a une histoire florissante, on va dire. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Sophie Charbonnier, qui nous présente donc son parcours. Et on parlait justement, pour résumer pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, de ton arrivée dans le monde du vin, parce que tu aimes la facilité, tu aimes ce qui se fait tout seul. Donc, comme tu le dis, toi, tu arrives de La Réunion, tu travailles dans le tourisme, tu n'es pas de la terre, et tu es porté aussi quand même par un enthousiasme, l'envie déjà d'entreprendre avec ton mari, de faire grandir cette exploitation. Ces 6 hectares, ils deviennent combien d'ailleurs en 2011 Ils deviennent 17 plus 20 après, parce qu'on a pris 3 hectares en plus en fermage. Donc, pouf, 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 ça grandit. Et là, tu arrives, c'est en 2011 hein, donc que tu dis, on va faire une conversion au bio. Voilà, parce que ça fait partie de tes valeurs. J'imagine, le bio, alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus entendu, un petit peu plus vu, pratiqué. Et tu le disais à l'époque, c'est plutôt surprenant parce que tu es à la cave coopérative de Montségur, c'est ça ? C'est ça. Donc qui s'appelle les Vignerons Réunis. C'est ça. Et c'est là que j'ai appris d'ailleurs que donc une cave coopérative, l'idée c'est de mettre un outil en commun pour tous les vignerons, tous les viticulteurs qui sont dans le coin et qui vont pouvoir utiliser tout le matériel de vinification en fait. C'est notamment. ça. Et nous on a un chai bio, on a un chai dédié au bio. Aujourd'hui ou à l'époque ? À l'époque, de toute façon, tout est contrôlé, donc ils ont dédié un endroit pour pouvoir vinifier en bio. Donc, on a une façon de réceptionner notre raisin avec des conquets spécifiques, avec notre chai spécifique, avec une sélection par cépage, etc. Et alors, pour reprendre le fil, quand tu proposes donc de faire un vin bio, l'accueil est, on va dire, plutôt tiède. En mode, ouais, d'accord. On va s'adapter. On va voir, voilà. Et finalement, ça marche. Il y a combien de vignerons bio aujourd'hui à la cave ? On est une centaine. Ah oui ? Oui. Et on était 2 en bio en 2011. Actuellement, on est 15. D'accord. Ok, 15 vignerons bio sur une centaine de vignerons. Et à l'époque, c'était 2. Donc en 10 ans, on va dire, ça a été multiplié par 5. Non, même pas, 6. Enfin, allez, 5,75. Donc un mouvement qui prend finalement, en fait. Passer la découverte, un peu. Oui. Comme par hasard, ce sont les administrateurs, tout d'un coup, qui se sont mis à la conversion bio. C'était rigolo de voir ça, d'ailleurs. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est les administrateurs qui étaient un peu réticents au début. Ah oui, et finalement, on fait... on fait le pas, 10 ans après. Et qu'est-ce qui les a convaincus, justement ? Alors pour moi, il y a 2 catégories de personnes. Attention, je ne jette pas la pierre aux gens. Non, c'est expliquer un peu ce qu'ils vous apprennent. Voilà, moi, c'est mon point de vue par rapport à l'attitude qu'on a par rapport au bio. Moi, je pense qu'il y a 2 attitudes. C'est celle de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'à un moment, financièrement, c'était plus avantageux d'être en bio que de ne pas être en bio. Mm-hmm. Et il y a ceux qui y sont par valeur. Donc, peu importe, il y a quand même du bio. C'est-à-dire, moi, je porte ces valeurs-là parce que je trouve que, bien sûr, on met un nom, bien sûr, c'est vu par le prisme d'un système où on dit, oui, mais le bio, c'est pas tout à fait bio, etc. Mais moi, je suis pas là-dedans. Je suis dans l'idée que si on prend soin de nos terres, et ben s'il y en a de plus en plus qui prennent soin de leurs terres, et ben tant mieux quoi. Peu importe par le peu importe la porte d'entrée. Peu importe finalement, la porte l'essentiel c'est d'être tous dans la même pièce en train de. C'est ça. Et puis mon rêve, ce serait qu'on n'appelle plus du tout bio quoi, qu'on appelle juste agriculture normale. Oui, voilà, que ce soit la norme. En fait. Voilà, parce que c'est quand même assez insensé de mettre une étiquette sur nous, alors que le conventionnel, c'est soi-disant l'agriculture normale. Donc oui, il y a quand même des progrès à faire là-dessus. Et moi, voilà, rouge métis, valeur et partage, c'est
c'est aussi mon engagement auprès de l'agriculture biologique. Alors, Rouge Métis, justement, parce qu'au départ, tu arrives avec cette proposition, donc ta vigne convertie en bio, de faire ton vin. Tout de suite, c'est l'idée de faire Rouge Métis ou juste de... Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, quand j'ai décidé de faire Rouge Métis, c'est l'idée de me dire que... comment je pourrais expliquer ça? Que, en fait, moi, je viens pas de la terre et j'ai trouvé que les agriculteurs, ils avaient une forme d'obéissance apprise. Enfin, Oui. c'est-à-dire que c'est comme ça et c'est jamais autrement. Et en fait, je trouve que non, en fait, on fait un travail noble. On est même nous, coopérateurs, parfois on est un peu dénigrés parce qu'on fait pas de la vinification par nos mains, etc. Mais quand même, on est tous les jours à la vigne, on fait un travail noble où on mène la plante de A à Z jusqu'à nos raisins. Et je peux vous dire que c'est très... ça donne beaucoup de conscience sur ce qu'on fait. On donne le geste de la taille pour avoir le fruit. On est saison après saison à accompagner pour accompagner nos raisins. Donc moi, je trouve aussi noble mon travail que celui qui vinifie, par exemple. Je disais à quelqu'un qui travaillait dans la vigne, qui était ouvrier, enfin dans une boîte de prestations, il disait oui, moi j'aide à fabriquer de l'alcool, ça m'emballe pas. Je dis en fait techniquement non, toi tu aides à fabriquer du raisin. C'est du manger avant tout que tu fabriques, c'est-à-dire tu aides à fabriquer du raisin. Après ce raisin, on en fait ce qu'on veut, on peut faire du vin, du jus de raisin, du raisin à manger, je sais pas, de l'éthanol si vraiment c'est compliqué. Mais à la base, oui. Tous, qu'ils soient vignerons, viticulteurs, ouvriers, propriétaires, on aide à fabriquer du raisin. La matière première. De la matière première qui... Et c'est quand même ça qui va faire la détermination d'un bon vin, quoi. C'est-à-dire que si le fruit, il est maltraité... on peut pas faire de magie. Voilà, on peut avoir la belle main d'un œnologue, ça marche pas, quoi. C'est un peu comme un musicien. Si la prise est pas bonne, c'est ça. On peut mettre tout ce qu'on veut autour. La prise est pas bonne. Moi qui cuisine, si vos produits bruts sont pas au top, vous allez pas faire grande cuisine avec. C'est quand même le produit qui fait la recette, quoi. Oui, et puis la vigne, c'est quand même une plante qui est assez extraordinaire déjà dans sa résilience, parce que c'est une plante qui est très vivace, qui veut s'étendre, grandir. Qui est assez passionnante et qui mérite un soin quasi quotidien en fait. Oui. C'est un labeur de tous les jours en fait. On est en permanence. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre, moi qui suis attachée à ma qualité de vie, à ce rythme, à cette façon de... Et bien sûr aussi à déterminer à quel point on confond la vie et le système. C'est-à-dire que la vie, c'est vraiment notre rythme à l'intérieur de nous, c'est les saisons, c'est ce qu'on vit, c'est à ce à quoi on est connecté. Et le système, il veut nous faire croire que c'est assis, couché, debout, 8h, midi, 14h. Là, quand on est dans la nature, on peut faire vraiment la différence, quoi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres de conditionnement où on doit répondre à des injonctions. Nous sommes pas des êtres robots. de nature. Voilà, nous sommes des humains. Voilà, on a des choses en relation avec la nature. Donc oui, ça m'a beaucoup... et c'est par ce biais-là que j'aime ce métier-là. Oui, parce que tu le disais au début, tu n'étais pas spécialement attiré par la vigne au départ. Oui. Mais la vigne t'a apporté justement cette connexion à la terre. J'aime bien la vigne parce qu'on est les pieds dans la terre, les mains dans les feuilles et la tête dans le ciel. Ouais. Et c'est nos trois zones en fait. On arpente le sol, on travaille, on transforme la matière et on garde un peu toujours la tête dans les nuages et voilà. Et aujourd'hui, tu l'aimes alors cette vigne? Oui. Oui. oui, j'aime beaucoup. J'aime la terre, j'aime le fait de faire du raisin, j'aime ça. Mais la chose qui m'intéresse dans Rouge Métis, valeurs et partage, c'est porter les valeurs de la culture biologique. Donc là, c'est vraiment mon rapport avec la terre, mais c'est surtout aussi porter un message où toute cette forme de vie conditionnée et sous le système, on peut vraiment l'appréhender d'une façon différente. Donc moi, j'aborde mon vin par le biais de l'inspiration
Et l'inspiration, je trouve que c'est la porte dans laquelle on se trouve à puiser dans notre créativité. Donc c'est pareil, quand on achète un vin, on l'achète d'une façon aussi parfois formatée, parfois pas forcément en conscience, mais parce qu'on a entendu, par nos connaissances, par nos repères. On va au supermarché, on prend le vin qui a l'étiquette médaille d'or, médaille d'argent, voilà. Et puis on se dit, bon, c'est pour un repas de famille, je vais mettre 15-20 euros, c'est pour un... Voilà, c'est ça. Mais on oublie un peu le côté, c'est quoi, qu'est-ce qui m'intéresse moi, qu'est-ce que j'ai envie. En fait, moi, j'aime bien différencier les sens physiques et les sens intérieurs. Voilà. Quand on fait marcher, moi, j'aime bien faire marcher les sens intérieurs avec Rouge Métis, l'imagination, l'inspiration, l'intuition. Choisir une bouteille avec intuition, c'est quand même beaucoup plus intéressant que choisir une bouteille avec... il paraît que c'est bien ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que parfois, on a des belles surprises quand on est... Parce que l'intuition, c'est quand même une petite guidance personnelle. Donc, parfois, on peut tomber sur la bonne bouteille qui va plaire à son ami, voilà, on a invité et puis on se dit... mais oui, mais c'est ce vin que je voulais goûter et tout. Comment t'as pu y penser ? J'ai écouté juste mon intuition, en fait. Il paraît qu'on a autant de neurones dans le ventre que dans la tête et qu'au moins le ventre, il n'a pas des biais tordus dans tous les sens. Ça. C'est ça. Et moi, je vis comme ça. Donc forcément, je ne peux pas faire un vin autrement. Merci beaucoup et on va faire une petite pause. Enfin, on va terminer là cette interview et vous pourrez retrouver la version longue en podcast très bientôt sur notre site si vous voulez en savoir plus parce qu'on va continuer à discuter un petit peu.